Alors que le monde semble entrer en ébullition avec de très nombreux conflits, des rivalités intenses, vives, mais parfois oubliées, se réveillent. Je pense à celle entre l'Inde et le Pakistan. Des événements en mai 2025 ont réveillé le risque d'une guerre. C'est cette question que nous allons nous poser aujourd'hui en géopolitique avec Fabrice Ravel, en revenant bien sûr sur les événements de mai 2025, mais aussi sur le contexte historique et sur le contexte de réarmement des moyens militaires de ces deux pays. Alors, va-t-on vers une nouvelle guerre ou peut-on élaborer un autre scénario qui se dégagerait du contexte actuel? C'est ce que nous verrons aujourd'hui dans les rendez-vous de la géopolitique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on l'a compris, il y a une perspective guerrière qu'on a énoncée directement, mais peut-être un sous-titre qui serait l'élaboration d'un au-delà de la conflictualité actuelle pour penser d'autres perspectives et un autre scénario. Mais d'abord, il faut revenir sur ce qui s'est passé en mai 2025. Quels sont les événements qui vous semblent marquants? Oui, parce que vous avez raison de rappeler que il y a eu des événements très importants qui ont eu lieu dans le courant du printemps 2025 et que suite à ces événements qui ont amené des affrontements militaires entre l'Inde et le Pakistan, le monde entier, il faut bien le dire, a craint une résurgence de la guerre entre ces deux pays et c'est un point sur lequel, bien sûr, il va falloir qu'on donne un certain nombre d'explications. Mais comme vous m'y invitez à juste titre, on va peut-être déjà commencer par faire une synthèse des événements tels qu'ils se sont déroulés. Et à mon sens, il y en a trois principaux qu'il faut bien avoir à l'esprit. On pourrait dire tout commence, même si on va se rendre compte qu'il y a une toile de fond de tension qui est omniprésente entre ces deux pays, notamment dans la région du Cachemire depuis plusieurs décennies. On a envie de dire que sur les événements en particulier tels qu'ils nous intéressent, tout commencerait le 22 avril 2025, parce qu'en fait, on a un attentat dans la région donc, du Cachemire qui serait sous l'autorité de l'Inde, qui est exercé par un groupe qui s'appelle lui-même le Front de résistance. Et durant cette action, en fait, ils abattent, il faut le dire clairement, 26 touristes indiens, ce qui évidemment va provoquer une onde de choc. Dans la nuit, deuxième événement, dans la nuit du 6 au 7 mai 2025, on a les forces aériennes indiennes qui attaquent donc 9 bases de ce mouvement de résistance qui seraient installées au Pakistan avec des frappes aériennes. Donc là, on voit bien tout de suite qu'on serait dans une opération militaire qui attaquerait certes ce mouvement de résistance, mais sur des bases qui sont localisées au Pakistan. Ensuite, les Pakistanais diront qu'ils ont réussi, chiffre à peu près vérifié, à détruire 5 à 6 avions indiens lors de cette offensive, ce qui est quand même un chiffre assez considérable. Et puis évidemment, l'armée, il fallait s'y attendre, l'armée pakistanaise a procédé à des tirs d'artillerie et à des envois de missiles et de drones en termes de mesures de rétorsion. Donc là, évidemment, quand on a vu ces deux armées, respectivement indiennes et pakistanaises, monter en tension et en conflit, la perspective d'une nouvelle guerre, parce qu'il y en a eu un certain nombre, on va y revenir, était très très prégnante. Et puis, il y a eu le samedi 10 mai 2025, on aurait eu un cessez-le-feu. Alors évidemment, avec toutes les nuances qu'il faut y mettre, chacun des deux belligérants s'accusant mutuellement de ne pas le respecter. Ça, j'ai presque envie de dire en géopolitique, c'est classique. Et puis avec une fragilité, parce qu'on se doute bien que, eu égard à ce qu'on est en train de dire, le moindre dérapage ou le moindre accident en termes de tir pourrait ramener une dynamique. En synthèse, voilà les trois événements principaux tels qu'il faut les avoir à l'esprit. Et c'est très juste, qui ont complètement remis la rivalité entre l'Inde et le Pakistan à l'attention du monde. Parce qu'on voit bien que là, surtout cette période de printemps 2025, entre donc l'élection de Donald Trump, la poursuite du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les tensions au Proche-Orient, c'est quand même une zone du monde qui était vraiment très très délaissée. Et on a donc là une rivalité entre l'Inde et le Pakistan, dont on comprend bien que si elle venait à dégénérer, elle aurait un impact considérable sur l'équilibre géopolitique dans le monde. Oui, d'autant que cette rivalité n'est pas inédite, elle est ancrée dans un passé postcolonial avec des guerres qui ont déjà eu lieu. Il serait peut-être bon de les rappeler. Oui, parce qu'on va se rendre compte à l'énoncé, là aussi on dépasse le simple exercice de rappel,
mais on va se rendre compte quand même à l'énoncé du passif historique, je crois que c'est ça le terme qu'il faut employer, avec peut-être un jeu de mots entre passé et passif, que les relations entre l'Inde et le Pakistan sont particulièrement tendues, et c'est vrai qu'il y a des rivalités qu'on met plus en avant en géopolitique. Celle-là n'est pas forcément celle à laquelle on pense le plus, et pourtant, quand on va suivre la progression des conflits, on va se rendre compte quand même que là, on est dans une situation qui est particulièrement délicate. Alors, tout commence, vous étiez en train de nous inciter à revenir sur cette période, avec l'indépendance de ces deux pays en 1947, été 1947. Donc, ce sont les Indes britanniques. Les Britanniques donnent l'indépendance aux Indes britanniques, mais pour dire clairement les choses, il va y avoir, ça c'est très très important à avoir à l'esprit, en fait une partition avec l'Inde telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, et les Pakistans, et j'insiste sur ce terme, les Pakistans au pluriel, tels qu'ils vont se mettre en place. Et là, en synthèse, je crois, et de façon simple, la raison principale de ce clivage est essentiellement, pour ne pas dire uniquement confessionnelle, puisque les deux Pakistans, il y a un Pakistan occidental, qui est le Pakistan actuel, il y a un Pakistan oriental jusqu'en décembre 71, c'est l'actuel Bangladesh, j'expliquerai ça, sont de confession musulmane, alors que l'Inde est essentiellement de confession hindoue. Donc, en fait, il y a une première guerre qui va se mettre en place, qu'on appelle la première guerre du Cachemire, donc qui montre déjà clairement le rôle central sur lequel on va venir du Cachemire, entre 1947 et 1948. C'est donc une guerre dont on constate qu'elle s'inscrit sur une période assez longue, et en fait, qu'apporte pas véritablement de satisfaction. On expliquera d'ailleurs, quand on reviendra un instant sur le Cachemire, quelles sont les raisons initiales de cette guerre. Ce qu'on peut dire là, c'est qu'il y a un armistice qui est signé, c'est intéressant, et qu'à la conclusion de cet armistice, normalement, l'Inde, qui était en possession de la zone du sud du Cachemire, devait faire un référendum pour pour que la population puisse définitivement décider du choix entre le Pakistan et l'Inde. Alors ça, c'est très important à avoir à l'esprit parce qu'en fait, il va y avoir une deuxième guerre dite du Cachemire qui a lieu en août 1965. Et en fait, cette guerre est là clairement déclenchée par le Pakistan, qui procède par des infiltrations, en fait, soi-disant de résistants, mais qui sont plutôt des groupes armés venus de l'armée pakistanaise, qui sont censés faire des sabotages et créer des soulèvements dans cette région du Cachemire, parce que le Pakistan reproche à l'Inde de ne toujours pas avoir mis en place, ce qui reste vrai aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a toujours pas eu le référendum tel qu'il avait été prévu à la fin de 1948, mais du côté indien, l'argutie consiste à dire qu'il y a un parlement qui a été librement élu et que ce parlement a décidé à l'unanimité que la région devait rester au niveau indien. Donc là, on voit bien qu'on rentre déjà dans une sorte de logique qu'on a envie de presque dire d'infernal, parce qu'on arrivera à mettre personne d'accord. Donc là, les forces pakistanaises s'avèrent vaincues lors de ce conflit. Puis, il y a un troisième conflit qui va surtout être très important en décembre 71. Et alors là, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, me semble-t-il, c'est deux choses qui sont très importantes. Parce que le conflit va peut-être un peu paradoxalement, pour une fois, ne pas se déclencher au Cachemire, mais plutôt dans le pays qu'on appelle le Bangladesh actuel. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'insurrection ou une révolution à l'intérieur donc du Pakistan oriental tel qu'on le dénommait à l'époque, parce qu'ils vivent très très mal l'autorité politique telle qu'elle est mise en place du côté du Pakistan occidental. Et donc en fait, il y a le sentiment d'une non-représentativité et d'une non-considération. Et évidemment, on voit bien que les Indiens instrumentalisent cette situation pour fragiliser le Pakistan et pour accélérer l'indépendance donc du Pakistan oriental qui va devenir le Bangladesh à la fin de 1971. Ça, c'est le troisième conflit. Et puis, il y a un quatrième conflit qui va avoir lieu de mai 1999 à juillet 1999. On dit le conflit de Kargil ou le conflit des glaciers, parce que là, les Pakistanais cherchent à envoyer des troupes qu'ils auraient envoyées en haut d'un certain nombre de sommets. Et en fait, les Pakistanais ont été très surpris de la réponse indienne, car les Indiens ont envoyé 200 000 hommes, ce qui a mis fin à la situation. Donc là, et je vous prie de croire que je fais simple, on a 4 guerres majeures, c'est sans compter les escarmouches qu'on peut imaginer, c'est-à-dire les provocations aux frontières,
les attentats. Donc on sent bien quand même que là, on est dans un contexte historique qui est particulièrement tendu entre deux pays dont on mesure mieux qu'on a tendance à sous-estimer l'intensité de leur rivalité. Et si vous me permettez, je vais dire un dernier mot pour que peut-être tout le contexte historique soit très présent à notre esprit et qu'on comprenne mieux la situation actuelle. On voit bien que la zone prioritaire de crispation, c'est le Cachemire. Et là, peut-être, certains de nos auditeurs se disent « Mais qu'est-ce qui se passe au Cachemire de si important que ça ?» En fait, ce qui se passe, c'est que lors de l'indépendance en 1947, on a donc eu cette répartition d'ordre confessionnel, dont il faut bien comprendre déjà qu'elle s'est faite de façon très chaotique. Et que d'ailleurs, ça on l'avait dit dans la première séance qu'on avait consacrée à l'Inde, il y a quelques années, on a consacré 2 séances à l'Inde. La seconde est plutôt pour essayer d'anticiper la projection de puissance telle que l'Inde va l'avoir. Ça, c'est un sujet sur lequel, me semble-t-il, il serait important de revenir. Mais la première consistait à circonscrire la spécificité de l'Inde en géopolitique. Et j'avais attiré l'attention de nos éditeurs à l'époque sur le fait de dire, quand Gandhi fait du sitting ou fait de la résistance passive, c'est pas tant parce qu'il est pacifiste, mais parce que Gandhi d'abord avait compris que les Anglais étaient épuisés. Ils avaient été épuisés par la Deuxième Guerre mondiale, victoire à la Pyrrhus. Mais surtout, il appréhendait avec une très grande crainte l'idée qu'une résistance armée puisse aboutir ensuite à une guerre civile à cause de l'opposition confessionnelle et qui va se retrouver, de fait, concrétisée. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est avant même l'indépendance définitivement acquise dans les 2 dernières semaines d'août 1947, les 2 dates d'indépendance sont à partir du 15 août, dans l'été 1947, on considère qu'il y a des affrontements qui ont connu une telle ampleur qu'on a même du mal à avoir une approximation précise. On estime qu'il y a eu entre 400 000 à 1 million de morts lors de ces combats. Et certains observateurs britanniques de l'époque avaient l'air de dire que ça se faisait dans des considérations dont on s'évitera les détails parce que pour dire comme les choses, elles étaient atroces. Donc déjà, on voit bien que le contexte est terrible, qu'il faut en plus dire qu'entre 1947 et 1950, il y a donc des populations musulmanes sur le territoire de l'Inde qui basculent au Pakistan et des populations plutôt hindoues ou sikhs sur le territoire du Pakistan qui basculent en Inde. Donc on pense qu'il y a entre 10 à 15 millions quand même de personnes qui ont bougé d'est en ouest ou d'ouest en est. Et alors, le fond du problème, c'est que le Cachemire était en fait, jusqu'à l'indépendance, dirigé sous l'autorité d'un prince. C'était une sorte de principauté autonome. Donc en fait, la décision qui avait été prise dans le traité, c'est que la partie hindoue, c'était l'Inde, la partie globalement musulmane, c'était le futur Pakistan, mais que toutes les principautés indépendantes avaient le choix de savoir auprès de quel pays elles étaient rattachées. Or là, évidemment, en géopolitique, parfois, il y a toujours des choses un peu complexes, où c'est dans les détails, on sait bien que se passent les pires choses, car le prince du Cachemire était hindou, mais la majorité de la population du Cachemire est musulmane. Donc là, on voit tout de suite l'embryon de la genèse de tout le problème tel qu'on va le connaître par la suite, et on voit bien que ça reste un problème plein et entier encore aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, on le voit bien à travers cette trajectoire historique où les tensions et les guerres ont toujours été présentes. Il y a peut-être une autre façon d'aborder la question, c'est de regarder les effectifs militaires, de voir quels sont les moyens militaires et pour l'Inde et pour le Pakistan. Oui, parce que c'est vrai que si on reprend notre question, l'Inde et le Pakistan vers une nouvelle guerre, le point sur lequel vous nous appelez à réfléchir maintenant est très très important, parce qu'évidemment, suivant l'importance des armées, je pense où l'équipement ou les effectifs des armées ou les budgets qui y sont consacrés, on va mieux mesurer la probabilité ou le risque d'une guerre. Et là, il y a une première chose qui est intéressante, me semble-t-il, c'est que la démographie va donner le ton. Et elle va donner le ton parce qu'elle va permettre assez spontanément et simplement de comprendre les masses en jeu et les rapports de force entre les masses qui sont en jeu. Alors d'abord, il y a évidemment l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants, et il faut rappeler que d'après l'ONU, l'Inde est le pays désormais le plus peuplé au monde devant la Chine depuis avril 2023. Là. Si on prend maintenant la population pakistanaise, pour commencer à mettre en avant une perspective telle que vous nous incitez à la faire,
Le Pakistan, c'est 241 millions d'habitants. Mais il faut quand même pas oublier qu'avec 241 millions d'habitants, le Pakistan est la 5e population la plus importante au monde. Donc là, on se rend compte déjà que si ces deux géants démographiques s'affrontent en termes de guerre, on a potentiellement une guerre qui serait dévastatrice. Alors après, si on veut essayer de se conforter dans notre perspective, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir les différents budgets qui sont consacrés à la défense. Et là aussi, c'est assez intéressant parce qu'il y a deux catégories de chiffres sur lesquels je me suis concentré en priorité. D'abord, parce que c'est possible à travers le Military Balance, donc qui est émis par l'Institut d'études stratégiques internationales en 2024. Cet ouvrage divise les dépenses militaires par continent. Et là, j'ai trouvé que la démarche était intéressante parce que ça permet de voir en pourcentage quel est l'équivalent de chaque budget dans la part globale du continent. Et ce qu'on constate, c'est que le budget militaire indien, c'est à peu près 14,2% des dépenses pour toute l'Asie. Et le Pakistan, ça va déjà nous donner un ordre de grandeur très très important, c'est 2,2. Et on voit bien que 14, à peu près un peu plus de 14 et 2,2, on est bien dans ce rapport de 1 pour 7 à peu près. À titre de comparaison, parce que je pense que ça va intéresser nos auditeurs, la Chine à elle seule, c'est 43%, parce qu'il ne faut pas oublier que très proche de l'Inde et le Pakistan, on va y revenir, il y a la Chine qui, évidemment, là, va forcément peser dans les logiques qu'on est en train d'évoquer. Et en valeur absolue, on retrouve à peu près les mêmes perspectives, parce que le budget indien, c'est aux alentours un peu plus de 73 milliards de dollars, et le Pakistan, c'est 11,06 milliards. Donc, spontanément quand même, ce qu'on remarque, c'est qu'il apparaît une certaine désadéquation ou défaveur du rapport de force envers le Pakistan. Alors maintenant, ce qu'on peut, c'est regarder peut-être les effectifs. Je crois qu'on ne va pas lasser nos auditeurs avec tous les matériels, mais de regarder un peu les effectifs respectifs, parce que là aussi, ça va peut-être nous donner un certain nombre d'indications. Si on prend l'armée d'actifs, c'est-à-dire les forces professionnelles telles que les deux pays en disposeraient dès le départ, en Inde, on a une force active d'1 475 000 hommes. C'est très, très conséquent. Je demande à nos auditeurs, le cas échéant, qu'ils aillent se répertorier vers d'autres chiffres, d'autres puissances, pour voir à quel point ça, c'est un très grand volume. Mais pour ce qui est du Pakistan, on est à 660 000. Donc là, ce qui est assez intéressant, Olivier, à mettre en avant, c'est qu'on serait dans un rapport globalement d'un peu plus de 2, mais on n'est plus du tout dans le rapport de 1 pour 7. Et là, je pense qu'on voit bien l'héritage des guerres passées, le fait que le Pakistan a fait un effort considérable pour mettre, pas son armée en termes d'équivalence, mais en termes de très grande force par rapport à l'adversité de l'armée indienne. Il y a un aspect qui vient lisser cette inégalité des forces due à la démographie, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que l'Inde et le Pakistan sont deux puissances nucléaires. Alors là, il y a plusieurs choses qu'il faut bien avoir à l'esprit. D'abord, l'Inde, comme le Pakistan, ne sont pas signataires du traité de non-prolifération. Donc ça, c'est quand même très très embêtant parce qu'on voit bien que dans la perspective d'une rivalité aussi exacerbée, ça peut nous emmener dans un contexte qu'on qualifiera de compliqué. Et pour les puristes ou les amateurs de chiffres, on considère, ça c'est le CIPRI, qui est une organisation internationale de recherche sur la paix, les derniers chiffres du CIPRI en 2023 considèrent que l'Inde aurait 172 ogives et que le Pakistan aurait 170 ogives. Donc là, on serait sur une sorte de parité. Alors on rappelle de toute façon que de par la puissance des armes qu'on évoque, on voit bien que rien qu'avec cette quantité-là, et avec les démographies qu'on a expliquées, on voit bien que ça pourrait nous amener à un chaos qu'il est peut-être préférable de ne pas imaginer. Peut-être un dernier point sous un angle plus stratégique. L'Inde a évidemment un immense espace en termes de réserves stratégiques et démographiques, ce qui permet à l'Inde de dire que dans sa doctrine nucléaire, jamais l'Inde ne commencera à initier une attaque nucléaire. Par contre, on voit bien que le Pakistan ne possède pas du tout la même profondeur stratégique, ni d'un point de vue géographique, puisque c'est généralement le qualificatif qu'on accole au terme. Je l'élargis un peu.
ni, on va dire, par rapport à la démographie. Donc c'est là où il y a une crainte, parce qu'évidemment, on se rend bien compte que face à une sorte de défaite ou de danger de défaite, le Pakistan pourrait peut-être avoir plus de propension à utiliser l'arme nucléaire. Voilà, me semble-t-il, qu'il semblait important de rappeler. Évidemment, on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails, mais j'ai le sentiment qu'avec ces paramètres, et sur les questions militaires, et sur les questions historiques, et sur les événements tels qu'ils se sont déroulés, on a une meilleure compréhension des perspectives telles qu'il va être possible de les dresser maintenant. On a établi une sorte de cadrage avec les effectifs militaires, évidemment avec le rappel historique et les guerres antérieures, et aussi avec les événements plus récents, dont on se demande vers où ils nous amènent. Mais maintenant, peut-être qu'il faudrait lire ces événements, leur appliquer une grille de lecture pour comprendre ce qui se déroule et ce que ça va entraîner. Et peut-être qu'on peut établir un constat qui sera plus nuancé que ce qu'il n'y paraît dans les médias actuels. Oui. Je pense que vous avez raison. L'exercice qui est intéressant maintenant, c'est de faire une interprétation des faits. Et peut-être que paradoxalement, il va y avoir une surprise dans ce qu'on va être amené à dire parmi nos auditeurs. Le terme qui me vient spontanément à l'esprit, c'est modération. Et donc là, j'ai l'impression un peu à contre-courant de l'écho qui s'est mis en place, notamment entre la nuit du 6 au 7 mai et la journée du 10 mai. Et il y a plusieurs indices qui se conjuguent et qui donc renforcent cette impression qui, si elle peut paraître encore une fois spontanément surprenante, j'ai le sentiment, somme toute, paraître assez logique. Parce que convient-il d'observer ? Bon, d'abord, les Indiens ont mis 15 jours pour répondre. Et c'est très long, ça. On reviendra sur l'opinion publique. On comprend bien que l'état-major indien et que les officiers supérieurs indiens ont énormément de scénarios, comme toute armée, et que, eu égard justement à l'antériorité des guerres qu'on vient de décliner, on imagine bien que tous les scénarios de crise ont été imaginés et qu'à ces scénarios de crise, on a prévu un certain nombre d'opérations militaires en réponse. Donc, quand on reprécise ça en termes de modalités de pensée militaire, comme le ferait n'importe quel état-major, encore une fois, dans le monde, et qu'on rappelle que finalement, il a fallu 15 jours pour que l'Inde intervienne, on est déjà en train de mettre un premier paramètre en disant ça, c'est pas une réponse immédiate, spontanée, c'est plutôt une réponse retenue. Premier élément en termes de temporalité. Deuxième élément qui nous demande de peut-être de rentrer un peu plus dans des détails de tactique militaire. Qu'est-ce qu'on constate ? D'abord qu'il n'y a eu que des frappes aériennes. Premier constat. On a eu égard à l'histoire, on aurait pu envisager des opérations beaucoup plus substantielles avec des forces terrestres directement concernées. Elles n'ont pas été concernées. Ces frappes aériennes, ce qui est intéressant à noter, c'est que la force aérienne indienne n'a pas cherché à neutraliser les systèmes électroniques ou les systèmes de repérage par radar, ce qu'on fait toujours quand on lance une opération aérienne, parce qu'évidemment, ça permet de beaucoup plus protéger sa force d'assaut, mais alors, ça nécessite que de carrément frapper des installations militaires adverses, et on voit bien que les Indiens, là, ont été dans la retenue. Ça, c'est un deuxième indice. De même qu'ils n'ont absolument pas bombardé les aérodromes ou les avions pakistanais, puisqu'on voit bien que dans la logique d'une quête d'une suprématie aérienne pour assurer la sécurité de son opération, puis le succès de son opération, les deux premières choses qu'on fait, c'est qu'on neutralise donc les systèmes de mesure électronique et de repérage par radar, et qu'ensuite on neutralise les défenses antiaériennes ou les batteries antiaériennes et les forces aériennes. Rien de tout ça n'a été fait, et c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle, quand on rentre dans les détails, ce dont on se rend compte, c'est que les avions indiens, au lieu de rentrer profondément dans l'espace aérien pakistanais en procédant à des vols à basse altitude pour ne pas être repérés, pour ne pas s'exposer et pour mener ces attaques en profondeur, ils sont restés dans l'espace aérien indien et ils ont tiré de l'espace aérien indien, mais pour ce faire, ils ont été obligés d'être en haute altitude. Ce qui explique en partie que d'ailleurs, ce qui enlève en rien à l'efficacité de l'armée aérienne pakistanaise, qu'à mon sens on a trop sous-estimé, ils ont quand même perdu 5 à 6 avions dans cette simple attaque nocturne. Donc là, on voit bien déjà qu'il y a un certain nombre de paramètres qui ont plutôt l'air de nous dire, je vais revenir, qu'on a un minima. Quant à la réponse pakistanaise,
ils ont abattu 5 à 6 avions indiens. Bah, c'est le moins qu'ils pouvaient faire. Ils ne pouvaient quand même pas laisser des avions indiens frapper des cibles sur le sol pakistanais sans réagir. Mais ils n'ont pas non plus franchi l'espace aérien indien. De même qu'ils n'ont pas lancé de grandes opérations d'envergure ni aérienne ni terrestre. Et qu'après, ils se sont contentés de faire des tirs, j'ai presque envie de dire, de contre-batterie ou de drones. Donc tout ça, quand même, laisse à penser qu'on est finalement une démarche qui est assez éloignée de tous les exemples historiques qu'on a donnés. Et puis on en a un dernier exemple qui va corroborer tout ce qu'on est en train de dire, c'est que le cessez-le-feu arrive au bout de 3 jours. Une fois qu'un conflit est déclenché, il y a quand même beaucoup de lieux géographiques aujourd'hui et de guerres dans le monde où on aimerait bien trouver un cessez-le-feu. Et je pense en particulier à l'Ukraine, à la Russie, en 3 jours. Donc même si les Américains ont clamé partout qu'ils s'étaient fait les intermédiaires, ce qui est juste par ailleurs, même si les Indiens ont cherché à minimiser leur rôle et que ça a accéléré le processus, 3 jours, au bout de 3 jours avoir un cessez-le-feu, ça laisse penser quand même, parce que pour faire un cessez-le-feu, il faut être 2, que les 2 acteurs avaient l'air d'être au moins d'accord sur le fait que de modérer la réponse. On voit bien que c'est une réponse à minima, et je pense que par la suite, on sera amené à peut-être expliquer que c'est peut-être la réponse qu'on considérait indispensable à faire, parce qu'il était impossible de ne pas agir, et pour l'Inde par rapport à l'attentat, et pour le Pakistan par rapport aux frappes aériennes, mais qu'aucun de ces 2 pays ne souhaitait aller plus loin, en fait. Cette modération montre que la montée vers la guerre n'est pas inexorable, loin de là. Et peut-être qu'il y a un autre scénario qui était plus inattendu, qui se dessine. Bah, c'est un scénario dans lequel on est finalement en place depuis alors, la guerre de 71 et puis le conflit de 99, c'est-à-dire, il ne faut pas non plus être angélique, un scénario de grande tension, de grande méfiance, dans lequel la question du Cachemire reste épidermique. En plus, l'Inde a menacé de rompre le traité qui est lié à l'eau, donc on appelle ça la guerre de l'eau maintenant, qui est le traité de 1960. Alors il faut savoir que ce traité avait été mis en place parce que dans le Cachemire, il y a 6 fleuves importants. Donc les 3 fleuves orientaux avaient été considérés comme étant sous la tutelle de l'Inde, puis les 3 fleuves les plus occidentaux avaient été considérés comme devant être attribués au Pakistan. Ça, c'est un sujet qui est très important, parce que d'abord, il faut comprendre que cette irrigation-là, c'est une des irrigations principales pour la région du Pendjab au Pakistan. Mais ce que les experts s'accordent à dire, c'est qu'entre la volonté affichée que de bloquer totalement l'eau, ce qui a été mis en avant lors de discours politiques, et la capacité technique de le faire, oui, ça va gêner les Pakistanais, mais il y a une incapacité de le faire. On est très loin d'une guerre généralisée telle qu'on les a déjà connus. Donc, on serait plutôt dans un scénario de tension vive, mais contrôlée. Ça, c'est pas du tout la même chose. Mais alors, comment pourrait-on expliquer cette retenue ? Tout simplement parce que personne n'y a intérêt, en fait. Et ça, c'est une logique en géopolitique dont j'ai le sentiment qu'elle est trop sous-estimée ou qu'on ne la prend pas assez en considération. Les États agissent principalement, pour ne pas dire uniquement par rapport à leurs intérêts, bien avant d'autres logiques qu'on qualifiera d'économiques ou même d'idéologiques. Et là, on va se rendre compte qu'aucun acteur n'a intérêt à un conflit qui dégénère. Non seulement aucun des 2 acteurs principaux qui nous viennent spontanément à l'esprit par rapport à la thématique est tel qu'on est en train de les expliquer, l'Inde et le Pakistan, mais peut-être même aucun des acteurs indirects des grandes puissances auxquelles on va penser et pour lesquelles on va expliquer qu'elles ne souhaitent pas non plus qu'il y ait un conflit qui dégénère. Alors on va, si vous voulez bien, reprendre respectivement chacun de ces États parce que les raisons de cette modération ne sont pas forcément les mêmes. D'abord, ce qui est intéressant à souligner, et ça c'est un argument que j'ai rarement entendu, pour l'Inde, c'est qu'il y a une difficulté à rentrer en conflit avec le Pakistan. C'est que, souvenons-nous, dans cette 2e séance qu'on avait consacrée à l'Inde dans les rendez-vous de la géopolitique, sur lesquels on s'interrogeait si l'Inde, c'était pas finalement la future grande puissance de la géopolitique, l'Inde prétend être la puissance de substitution face aux États-Unis, face à la Chine, et l'Inde prétend être la puissance première, telle qu'en Asie du Sud-Est, dans l'hémisphère sud, et même dans le continent africain,
il faut se rallier. Or, déclencher une guerre contre le Pakistan, ça pose un problème de légitimité. Parce que là, tout d'un coup, et ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Parce qu'on va dire, comment est-ce qu'on peut se prévaloir de dire, nous on est différents, nous avec notre sagesse philosophique, encore une fois j'invite nos auditeurs à reprendre cette séance, avec notre sagesse philosophique, notre légitimité historique, notre civilisation, on est capable d'apporter quelque chose d'autre. Et on voit bien que le fait de partir en guerre contre le Pakistan va déjà aliéner à l'Inde un certain nombre de pays. On peut penser à la Turquie, qui tout de suite d'ailleurs, dans la situation des tensions au printemps 2025, s'est mis du côté du Pakistan. Donc déjà, on a là une situation qui est assez compliquée. Et là, il va y avoir une interaction avec plusieurs joueurs, comme c'est souvent le cas de la géopolitique, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que d'un point de vue stratégique, si l'Inde s'engouffre sur ce front qui serait occidental pour elle, il pèse sur elle une menace qui est plutôt nord-orientale et qu'est la Chine. Ce qui pourrait amener l'armée indienne sur un conflit sur deux fronts dont on sait bien depuis la guerre de 14-18 que c'est la hantise de n'importe quel état-major d'un point de vue historique. Donc là, on voit bien qu'il y a une double retenue. Il y a une retenue qui serait plutôt une retenue en termes de posture et une retenue qui serait plutôt militaire. Pour le Pakistan, la question ne se pose pas exactement sous le même angle. D'abord, il y a une certaine réticence, ça peut se comprendre, même parmi les officiers d'état-major pakistanais qui seraient les plus véhéments dans leur vision de l'Inde, va-t-on dire. On a quand même le rapport de force tel qu'on l'a énoncé, qui n'est pas favorable au Pakistan, premièrement. Ensuite, il y a un deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Pakistan a mis en place avec la Chine un corridor particulièrement important des routes de la soie et que les Chinois ont énormément investi au Pakistan. Donc là, on pourrait me dire, oui, mais là, c'est une forme d'alliance. Oui, mais la Chine n'a aucun intérêt à voir le Pakistan, amené dans une guerre qui justement fragiliserait ses lignes de communication, ses investissements. Et là, on est obligé d'imbriquer tous les acteurs. Et en plus, alors que la Chine est en grande situation de tension avec les États-Unis, la Chine n'a certainement pas envie de voir l'Inde, de par son positionnement avec le Pakistan, être davantage poussée vers les États-Unis d'Amérique, alors que justement, pour rappel, on a l'Inde qui rentre dans une alliance militaire qu'on avait évoquée avec le Quad. Donc là, on est déjà obligé, de par ce qu'on est en train de dire, de mettre en avant les acteurs indirects, puisqu'on est déjà en train d'évoquer la Chine et les États-Unis. Voilà, me semble-t-il, un certain nombre de raisons. Ce n'est pas forcément les seules, mais j'ai le sentiment que c'est les principales, qui font qu'effectivement, aucun des acteurs aujourd'hui n'est dans la démarche que d'amener une guerre généralisée. Alors, vous nous avez expliqué pourquoi les différents protagonistes n'ont pas intérêt à une guerre. Néanmoins, il existe des facteurs qu'on ne contrôle pas toujours, qui sont des facteurs de risque, qui pourraient malgré tout ramener vers ce scénario. Il y en a deux. Et là, ça va être intéressant parce que, indépendamment, comme on le fait souvent dans les séances de géopolitique, indépendamment du sujet en particulier qu'on est amené à traiter, sur cette question de conclusion, ça va nous permettre d'aboutir à des logiques plus globales pour lesquelles on est attaché à les mettre en avant dans les rouages géopolitiques. D'abord, si vous me permettez, j'aimerais synthétiser le premier risque dans une formule. Voilà deux États qui sont otages de leur population. J'ai bien dit qu'ils sont otages de leur population. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant dans la situation du printemps 2025, c'est qu'on voit des opinions publiques qui sont littéralement chauffées à blanc. Et que c'est elles qui poussent à la réaction. Et quand on se rappelle ce que j'ai été amené à faire en termes d'interprétation par rapport aux événements, on mesure mieux, en fait, que ça soit du côté indien ou du côté pakistanais, qu'on est presque contraint de répondre à minima parce que l'inaction n'est pas envisageable. Là, il y a une comparaison qui me paraît opportune, c'est justement celle avec l'attentat en 2019. L'Inde avait réagi de façon encore plus modeste en 2019, mais là, de par l'état des opinions publiques, que d'ailleurs les gouvernements respectifs contribuent à pousser dans le nationalisme, on sent bien qu'il y a une sorte finalement d'instrumentalisation inversée, c'est-à-dire que les pouvoirs politiques ont instrumentalisé leurs opinions publiques en les dressant les unes contre les autres,
ce qui permet parfois d'être un dérivatif, on le sait bien, sur des questions plus d'économie ou de société. Mais maintenant, là, quand on est sur ce genre d'incident, on a effectivement, ça c'est une logique qu'on avait expliquée avec Christopher Clark, les somnambules en 1914, on a des populations qui poussent maintenant les gouvernements à agir. Donc ça, c'est le premier risque. Parce que si on avait un certain nombre d'incidents, d'attentats qui venaient à se cumuler, là, par contre, le fait de rester dans une position mitigée deviendrait de plus en plus intenable pour ces gouvernements. Et puis, dans la continuité, il y a un autre risque, c'est le fait qu'un déséquilibre intérieur, ça c'est aussi un grand classique en géopolitique, qu'un déséquilibre intérieur, on cherche finalement par le récupérer dans l'aventure militaire. Ça, les exemples sont nombreux en géopolitique. Et là, même si c'est un exemple qui va être complètement dépareillé d'un point de vue géographique et d'un point de vue historique, on voit bien que l'intervention argentine dans les Malouines consiste en fait à essayer de résoudre des problèmes internes à l'Argentine et à focaliser la population sur une question extérieure, alors qu'en réalité, il y a et des questions de liberté et des questions économiques. Mais il y a un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que là, je vais m'efforcer d'encore plus dans la nuance. Il peut y avoir un risque de contagion. Et donc, paradoxalement, ce que je suis en train de dire, c'est que l'Inde et le Pakistan seraient projetés l'un vers l'autre, indépendamment de leur histoire, non pas tellement de leur fait, mais de par une tension globale qui monterait dans le sud-est du Pacifique. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a un abcès majeur, c'est Taïwan, que là, on a un point de fixation qui est peut-être le plus important entre la Chine et les États-Unis, et que par effet presque de domino, on aurait, avec le Pakistan qui est proche de la Chine et l'Inde qui est proche des États-Unis, avec des scénarios qui peuvent être très différents d'ailleurs. Soit parce que y a l'une des deux grandes puissances qui finalement se met à intervenir par rapport à l'Inde ou au Pakistan, ou parce que l'Inde ou le Pakistan considéraient que l'une de ces deux grandes puissances étant concentrée par ailleurs, ce serait le moment opportun que d'agir. Il peut y avoir beaucoup de scénarios qui sont différents, mais les deux craintes principales qu'on doit avoir quant à la possibilité d'une nouvelle guerre entre l'Inde et le Pakistan, c'est soit le facteur intérieur, me semble-t-il, qui serait plus maîtrisé, soit le fait que par effet de capillarité, on aurait une sorte d'onde de choc qui viendra à se propager. Ce qui, pour conclure, m'amène à faire remarquer que, notamment pour nos étudiants, l'intérêt là de la géopolitique par rapport à leur futur métier ou profession dans les questions internationales, c'est de jamais oublier qu'il faut recontextualiser. Parce que là, en guise de synthèse, si vous le voulez bien, qu'est-ce qu'on constate ? On a le sentiment que de part des événements qui sont dramatiques et qui sont des événements liés à des affrontements, qui s'inscrivent dans un passé particulièrement belliciste et dans une zone qui prête au combat, on avait le sentiment qu'on allait nécessairement sur la guerre. Et quand on recontextualise, on se rend compte que finalement, le scénario principal tel qu'il avait l'air de se dégager n'est pas forcément celui-là. Par contre, ne pas se contenter d'un scénario et chercher à anticiper un certain nombre de paramètres et intérieurs et extérieurs qui pourraient l'infléchir et qui pourraient, malgré le fait qu'on était à contre-courant, nous amener finalement à un risque de guerre majeure. Oui, j'ai même envie de dire, Fabrice, que finalement les événements ne nous apprennent rien si le contexte n'est pas là pour nous apprendre sur les événements. Merci Fabrice pour ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouvel épisode. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.